Bienvenue à Saint-Rémy-sur-Durolle où nous nous sommes déplacés pour rencontrer un homme extraordinaire que j'ai appelé le dieu des couteaux, parce que vous allez voir ce qu'il va nous montrer. C'est tout simplement exceptionnel. Et ne pas avoir un couteau Ramos quand on est professionnel, c'est déjà commettre une grosse erreur. On dit qu'il est cher. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à tous ces couteaux qui viennent de je ne sais où. Bien non. Lui, ce qu'il fait, c'est un couteau, pas une pâle copie. Et je n'ai pas d'intérêt dans sa boutique. Simplement, j'ai vu et j'ai pu faire la différence. Faites comme moi. Habillez-vous en Ramos. Fernando Ramos. Je vous avais promis l'année dernière que je reviendrais pour qu'on fasse un véritable interview de l'homme du couteau. J'ai écrit entre-temps que si le dieu du couteau existait, vous seriez ce dieu-là. Et franchement, du fond du cœur, je crois. Parce que vous êtes un humaniste, un homme exceptionnel. Et aujourd'hui, nous n'allons pas couper les cheveux en quatre. Nous allons parler vrai. Et la première question que je vais vous poser, elle est très simple. C'est quoi un couteau? Merci Pierre et merci d'être revenu. Pas de souci. Écoutez, moi, voilà, je suis artisan. J'œuvre pour l'artisanat et surtout pour que les personnes qui aiment mes couteaux ou qui n'achètent pas mes couteaux sachent ce qu'est une belle lame et ce qu'il faut ou ne pas faire ou ne pas faire. Alors, écoutez, je vais vous poser une question. Quand je vous pose la question, c'est quoi un couteau? Quand on achète des couteaux dans des endroits où on en vend, spécialisés, on nous parle toujours des couteaux japonais, des couteaux d'ailleurs, etc. Quelquefois des couteaux français. Et ce matin, en aparté, vous m'avez expliqué la différence. Je ne la connaissais pas. Je voudrais que pour tous nos amis qui aiment les couteaux, qui s'intéressent à ce que vous faites, parce que vous êtes très connu quand même, mais quelle est la différence importante entre un couteau Ramos et un couteau qui vient, allez, disons-le, de je ne sais pas où? Alors la différence entre un couteau Ramos ou des bons artisans ou même couteliers, sans que ce soit des artisans, elle est simple. Quand vous achetez un couteau, que ce soit de cuisine, de boucher ou même fermant, il y a 3 critères à savoir et à comprendre et surtout à bien avoir en tête. Donc votre couteau, là on prend l'exemple d'un couteau de cuisine. Votre couteau de cuisine, donc les miens sont forgés. Mon couteau, il est en une seule pièce. Ensuite, donc il faut les 3 critères, les 3 domaines. Que l'acier soit de bonne qualité, que la trempe soit bien faite et que les moutures soient bien faites. Si l'un de ces 3 critères, domaines, n'est pas bien fait, votre couteau, ça vaut rien, c'est une pioche. À la différence de certains couteaux venus d'ailleurs ou mal faits, parce qu'il y en a qui sont pas venus d'ailleurs, mais que les moutures est mal faites, c'est-à-dire que vous avez votre lame qui fait 3 mm, elle descend régulièrement jusqu'à 2 et des poussières, et après il y a un biseau. Ces couteaux-là, quand vous l'achetez, évidemment, il est affilé. Donc, il va couper. Mais à force de passer le fusil, votre couteau, vous allez tomber en très peu de temps sur quelque chose qui va faire 1 mm d'épais. Donc c'est une pioche. Moi j'ai ma mère, au jardin, elle a des pioches plus fines que certains couteaux qui sont mal faits. Après, on voit la différence entre un couteau français, forgé, et un couteau venu d'ailleurs. Lorsque le couteau est monté, avec le manche, quand il est neuf, on ne voit pas la différence. Une fois démonté, on peut s'apercevoir de la différence. Le mien, la mitre est forgée, donc il est en une seule pièce.
Ici, ce couteau, il est en 3 pièces. La lame, qui est découpée au laser. Ici, vous avez cette partie, la mitre et la garde, qui est en une seule pièce aussi. Donc ça fait la deuxième pièce. Et le manche, comme on peut voir la différence, qui est juste de l'acier, non trempé. Vous voyez, comme ça on peut fraiser, percer, tranquille. Et ces 3 pièces sont soudées, bien soudées ma foi, mais sont soudées. Et donc la différence du prix du couteau, elle est considérable. Un couteau comme ça, arrivé en France, marqué par container évidemment, hein, la lame vaut 7,50 €, c'est même pas la moitié du prix de la lame simple forgée, telle qu'elle est. Et il y a tout le travail à faire dessus. Donc c'est de l'arnaque. Le problème c'est que le fabricant qui trompe son client vend le prix du couteau venu d'ailleurs quasiment le prix du couteau français. Un peu moins évidemment, donc ce qui fait que vous avez un travail fou pour réaliser votre couteau et on vous prend quasiment pour un voleur, hein, parce que l'autre il est un peu moins cher. Mais, Fernando, permettez que je vous appelle Fernando, vos couteaux que vous faites, c'est de l'art. Ne serait-ce que ce fameux guillotage que vous faites, et vous êtes le seul à faire d'ailleurs. Vos couteaux, ils ont de la gueule. Votre couteau, c'est du travail d'artiste. Et vous êtes le seul en France à faire ça. À l'étranger, je ne sais pas. Et eux, c'est un couteau qu'on pourrait trouver dans les supermarchés ou à métro ou ailleurs. Voilà. Il y a quand même une différence. Quand vous allez acheter un costume ou les femmes une robe dans un magasin quelconque, pas cher, eh ben, c'est peut-être joli, mais ça s'arrête là. Quand vous allez chez Dior ou chez quelqu'un d'autre, vous le payez beaucoup plus cher. Or, vous faites partie, vous, de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler chez les couturiers Dior et compagnie, qui sont des hommes de l'art, qui fabriquent tous vos couteaux sont uniques. Oui, tout à fait. Mes couteaux donc sont personnalisés, entièrement personnalisables. Les couteaux de cuisine en particulier, d'accord ? Puisque bon, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de MOF ou des cuisiniers autres que MOF. Donc mes couteaux, donc je les guilloche. Voilà. Voilà, je voulais vous m'expliquer ça. C'est quoi le guillochage ? Le guillochage, donc c'est la partie qui est dessus, c'est du guillochage, ce n'est pas du ciselage. Le ciselage, c'est une personne qui sculpte, on va dire, les pièces avec des petits burins ou quoi que ce soit. Moi, c'est travailler avec des meules, des flexibles, des limes, voilà. Donc, le guillochage, c'est le décor qu'il y a dessus. Dessous, mes couteaux de cuisine et beaucoup de couteaux fermants sont guillochés. On était dans les premiers, je travaillais avec mon frère à l'époque, on était dans les premiers, dans les années 87-88, à guillocher de façon régulière les couteaux, à l'époque les couteaux fermants. Et puis, donc, les ressorts, les lames, les platines de couteaux fermants. Donc, sur des couteaux traditionnels. Ensuite, on est passé sur des cuisines. Pourquoi pas ? Ça ne se faisait pas. Le souci, c'est qu'il fallait trouver la technique de guillocher de façon correcte les lames de cuisine qui sont déjà trempées. Donc là, c'est plus la même chose. Il faut avoir une technique spéciale pour faire des beaux décors, guillocher sur du trempé. Ce qu'on a réussi à faire, et donc là, il existe toujours des gens qui vont vous guillocher des couteaux de cuisine, tout ça, mais il y en aura un sur je ne sais pas combien de millions. Donc là, je peux dire que je suis quasiment le seul à guillocher entièrement des couteaux de cuisine de A à Z, sur du trempé. Ensuite, je personnalise mes manches. Donc le client choisit son guillochage, choisit son manche, choisit les intercalaires. Donc les intercalaires, ce sont les petits liserés comme ça qu'on a. Donc c'est de la fibre de carbone, du G10, pardon, c'est un peu comme la fibre de carbone. Donc on peut mettre là, c'est du bleu, blanc, rouge, on peut mettre les couleurs que le client veut avec le manche qu'il souhaite. Une fois qu'on a fait ça, donc le guillochage, le manche, l'intercalaire, il a aussi la personnalisation du marquage. Donc là, on peut voir sur un marquage, donc c'est pour une association, mais ça peut être pour plein d'autres choses.
Les gens choisissent, Guy-Rochage, Garçon Boucher ou autre. Voilà. Donc, beaucoup de MOF vous ont fait confiance, mais vous êtes surtout le fournisseur officiel de Bocuse d'Or. Oui. D'ailleurs, on en profite pour saluer Paul, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Donc, vous êtes aussi quand même un original qui avait su donner une variété de manches exceptionnelle. Parce que vous allez nous en parler de cette fameuse collection de manches que vous avez, qui peuvent être, pour chacun des couteaux, un manche adapté au goût de chacun, avec des choses incroyables. Comment faites-vous pour récupérer des manches avec des cornes qui datent d'avant l'époque glaciaire, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers d'années. J'ai vu tout à l'heure de la corne de cerf, et puis je vous laisserai parler de ce que je trouve exceptionnel, qui m'a bluffé. C'est ce que vous faites ramasser sur le bord des routes ou dans les étables, et dont vous avez su faire des couteaux avec des manches exceptionnelles et très beaux. Alors, ah oui, tout à fait. Parlez-moi de vos manches. Tout à fait. Donc, les manches. Mes couteaux sont personnalisés. Il existe de plus en plus de variétés de manches. On a j'ai deux, trois vraiment fournisseurs de manches où j'ai une grande variété. Ça va de la résine à des manches de bouse de vache, ce que vous disiez. Donc, c'est de la bouse de vache qui est desséchée et après, elle est broyée et mise dans de la résine. Donc, ça peut être la résine, elle est de plusieurs couleurs. Donc, ça vous fait des manches exceptionnelles. Quand vous avez l'impression que c'est du marbre. Donc, le souci, c'est moi, quand je le façonne, je sens que c'est de la bouse de vache. Le client, quand il l'a dans la main, non, il ne sait pas que c'est de la bouse de vache. Par contre, quand vous lui dites « Ouh, de la bouse de vache », ben ouais, regarde, tu avais l'impression que c'était du marbre. C'est normal pour un boucher, la vache va à la vache. Voilà, en plus, ça passe de la bouse de vache à la pointe de corne. Voilà, dans la vache, on a tout. On a le couteau en plus pour la tuer, pour la dépecer. On a les couperets, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, pour les couteaux de cuisine, on a de la résine. Donc la personne peut me donner des petits objets, peut me donner ce qu'elle veut, ou me demander, parce que bon, quand c'est possible, la personne aime bien que ça soit son objet. Même pour les couteaux fermants, ça peut être des poils de sanglier, ça peut être ce qu'on veut. Une plume de jet, voilà. Vous êtes de la pierre de la région aussi. Et je suis donc dans les 2, voire 3, parce qu'il y a une troisième personne qui fait des couteaux en pierre de Volvic. Donc, réaliser des couteaux de cuisine en pierre de Volvic ou des couteaux fermants, il y en a beaucoup qui ont dû essayer, ça, il n'y a pas de souci. La pierre de Volvic, les gens ont l'impression, quand on leur met dans la main, que c'est un velours. Un moellon, voilà. C'est pas vrai. C'est quand même dur. Ça paraît, il y a plein de petits points. Ça paraît spongieux, mais c'est pas vrai. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Depuis des années. La difficulté, c'est le perçage et c'est le façonnage. Donc, je suis pas champion du monde, mais j'ai quand même passé un temps fou à trouver les bons fourrets. J'ai cassé énormément de manches, mais j'ai trouvé la façon de le faire. Même mes couteaux en pierre de Volvic, les couteaux fermants, sont vissés par l'intérieur comme tous mes couteaux traditionnels. Voilà. Donc après, ça va de la résine, ça va du mammouth. Les couteaux en mammouth, en molaire de mammouth, plus ça va... plus vous trouvez, quoi. Les fournisseurs sont là pour se casser la tête aussi, me proposer, faire du granit, faire du marbre. Alors, maintenant, nous allons passer à la fabrication d'un couteau et que vous allez nous montrer. Mais avant, je voudrais une question pour toute cette jeunesse qui va nous regarder. Comment on devient coutelier et pourquoi ? C'est l'amour du couteau, l'amour des belles choses aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que à aucun endroit vous me verrez dire
Je suis coutelier d'art. Même, j'ai fait des formations, j'ai fait plus de 7 semaines de formation chez un meilleur ouvrier de France de Thiers qui s'appelle Henri Vialon. Et jamais, lui il était un coutelier d'art, jamais je ne prétends être un coutelier d'art. Je fais des couteaux à ma façon, le mieux possible, le plus joli possible. Mais voilà, moi, les gens me disent c'est de l'art. Oui, peut-être, mais je ne suis pas coutelier d'art. Voilà, j'ai appris à réaliser des couteaux fermants de A à Z, c'est-à-dire en partant de pièces entièrement en métal, voilà, des barres de métal pour faire le ressort, pour faire les lames, pour faire les moutures. Voilà, c'est bien, mais c'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Il y en a qui sont très bons là-dedans, c'est très bien. Moi, je rends le couteau le plus beau possible, le plus abordable possible. Évidemment, il y a un coût. C'est normal, parce que le temps qu'on passe dessus certaines matières et puis le savoir-faire, voilà. On me demande souvent combien de temps tu mets pour faire un couteau. Je dis, je te le dis pas parce que tu vas halluciner, donc ça sert à rien. Mais voilà, admettons ce que j'arrive à faire en une demi-heure, il a fallu combien d'années et combien de temps pour réaliser, pour trouver le bon matériel, la bonne façon de faire, tout pour réaliser en une demi-heure. Toi, si je te dis, j'ai beau t'expliquer, même si tu es habile de tes mains, tu vas mettre 2 heures. Donc voilà, si moi je te dis que je le fais en une demi-heure et toi, au bout d'un moment, même bien entraîné, tu le mets en 2 heures, tu me dis, non, c'est pas possible quoi. Alors, justement, vous êtes en train de me faire la description de ce qu'est un artiste. Parce qu'en définitive, vous aimez vos couteaux, ce sont vos enfants, ça vient du cœur. Mais un artiste, il ne fait que ce qui vient du cœur. Ah oui. Aussi dans sa tête. Mais c'est surtout ce cœur que vous mettez à votre ouvrage qui fait la différence. Et c'est pourquoi, moi, j'ai craqué quand je vous ai rencontré. Tous mes couteaux, de toute façon, moi je les fais comme si c'était pour moi. Tous mes couteaux, c'est clair, ils ne sont pas parfaits. Parce que pour qu'ils soient abordables, je ne peux pas passer 4 heures sur une petite étape de rien du tout. Mais mes couteaux, il faut qu'ils soient nickel. Et comme si c'était pour moi, ou pour offrir à quelqu'un de proche. De toute façon, voilà. Tous mes couteaux, l'objectif, et ça fait 25 ans que ça dure, là, c'est comme ça. Et c'est l'amour. L'amour du couteau. L'amour du travail bien fait. Donc, vous êtes bien un véritable artiste. Maintenant, vous allez nous le montrer. Voilà, donc après, je vais vous montrer, on va faire un couteau, montrer quelques étapes de fabrication d'un couteau de cuisine que je réalise le plus souvent, quoi. Après, voilà, c'est une matière simple. Vous avez une gamme de boucherie exceptionnelle aussi, les bouchers vous adorent. Les bouchers, c'est pareil. Il n'existait aucun couteau boucher, donc personnalisé. Donc j'ai pu leur réaliser des couteaux bouchés de qualité, française, traditionnelle, forgés et personnalisés entre le guillochage et le marquage qu'ils veulent. Donc ils ont leur nom, il y a mon nom, toujours Fernand Le Coutelier pour un tel. Et puis s'ils ont un logo, il y en a un la semaine dernière, voilà, les gens l'appellent l'ours, donc il m'a fait mettre une patte d'ours. Il n'y a aucun souci. Du moment que la photo soit nette et précise, je fais ce que les gens demandent. C'est vraiment personnalisé. Voilà, on va voir ça.
quelle belle leçon de travail. Moi, je ne savais pas comment fabriquer un couteau. Et aujourd'hui, j'ai vu ce que c'était. Et j'ai été étonné qu'il y ait tant de manipulation. Et il n'y a qu'un vrai professionnel qui puisse le faire. Mais en plus, vous le faites avec tellement d'humilité que on boit ce que vous faites. C'est extraordinaire. Et moi, avec mon cœur, je vous dis merci de m'avoir reçu. Et j'espère que les couteaux de Monsieur Ramos feront le tour du monde parce qu'elles le méritent. Écoutez, merci à vous. Hein. J'espère aussi qu'ils feront le tour du monde. Parce que moi, j'utilise vos couteaux dans mes démonstrations un peu partout. Mais je n'avais pas cette notion de temps, mais également d'application, de recherche du parfait. Et vous me dites que vous n'êtes pas un artiste, alors c'est quoi un artiste? Non, mais je suis moi. Ouais. Et donc, maintenant, grande vie, et on fera le maximum. Moi, je me bats pour que vos couteaux soient encore plus vus partout. Et on va les mettre à la une. On va faire la saga Ramos, des couteaux Ramos. Parce qu'il y a toute une signe, c'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tout le monde. À bientôt.